Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va débuter une série de vidéos qui seront consacrées aux Tortues Ninja. Alors, pour commencer, il faut que je fasse un aveu, c'est que tout au long de ma longue vie de lecteur de comics, j'ai très peu lu de Tortues Ninja. J'ai lu quelques récits particuliers parce qu'ils étaient signés par tel auteur ou tel artiste, et j'aurai l'occasion d'y revenir prochainement dans d'autres vidéos, mais par contre, j'ai jamais lu aucune de leurs séries en continu. Et cet été, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de pallier cette carence, et j'ai commencé à lire à la fois les classiques, que voici, et l'intégrale IDW, les deux dans leur édition française, donc chez iComics. Et je suis encore en train de les lire d'ailleurs. En tout cas, les classiques, l'intégrale IDW, j'ai lu le premier tome, et qui est le seul paru pour l'instant. Et celui-ci aussi, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc, là, pour commencer, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pas trop longue, enfin j'espère, qui serait consacrée au tout premier numéro paru aux États-Unis en 1984. Alors, je vous rassure tout de suite, ça, c'est pas une édition originale, c'est une réédition de 2007. Une édition originale, en first printing, il faut quand même compter minimum un montant à 4 chiffres pour s'en procurer un exemplaire, voire même 5 chiffres. Et donc, je voulais faire quelques remarques sur ce premier épisode, et puis aussi avoir votre tour si vous êtes lecteur de cette série, ou même de la série IDW. Alors, déjà, le premier truc, c'est la couverture. Bon, hormis le bandeau tout en haut, elle est identique à la couverture originale. Et quand je vois cette couverture, vous, je sais pas, mais moi, tout de suite, il y a une image qui me saute à la figure, c'est Ronin de Frank Miller. La couverture du numéro 1 en l'occurrence. Et que ce soit l'ancrage, le choix de la couleur, moi tout de suite j'ai l'image de la couverture de Ronin numéro 1 qui me vient en tête. Et sur cette couverture, Peter Laird et Kevin Eastman utilisent une technique d'ancrage qui est très différente de celle qu'ils utilisent ensuite dans le corps du récit. Et là, on n'est même pas dans le clin d'œil, en fait, on est vraiment dans l'hommage pur et simple à Frank Miller. Un autre élément qui me fait aussi penser à Ronin, c'est le logo, avec ce sabre sanglant qu'on voit incrusté dans le Turtles du titre. Et là aussi, forcément, ça me fait penser au jet de sang sur le nom de Frank Miller en couverture de Ronin. Et donc, d'emblée, Laird et Eastman se présentent comme les enfants de Frank Miller, et en quelque sorte, ils se placent sous son patronage. Et alors, quand on ouvre le comic book, sur la première page, on a cette narration à la première personne, qui est faite par Leonardo. Ça aussi, c'est quelque chose qui me fait penser à Frank Miller et à certains de ses épisodes de Daredevil. Tu avais par exemple le numéro 181, où sur cet épisode, c'est Bullseye qui est le narrateur du récit. Quelques mois plus tard, il y avait eu le numéro 185, où cette fois c'était Foggy Nelson, qui était le narrateur. Et puis il y a aussi la mini-série Wolverine, qui cette fois est écrite par Chris Claremont, mais qui est dessinée par Miller, où on a Wolverine qui est le narrateur. Et c'est tous des épisodes qui datent de 1982. Et il me semble que c'est une forme de narration qui est assez novatrice pour l'époque. En général, à l'époque, tu avais plutôt une narration à la troisième personne. Je peux me gourer, mais j'ai pas d'exemple en tête de narration à la première personne dans un comic book de super-héros avant cette période. Si vous avez des exemples, surtout n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, parce que ça m'intéresse vraiment. Donc, on retrouve cette forme de narration dans ce premier épisode. D'abord, sur les premières pages, c'est la voix de Leonardo, et plus tard dans la suite du récit, ce sera Raphaël qui sera le narrateur. Et bizarrement, c'est une technique que Laird et Eastman utilisent seulement dans ce premier épisode. Je ne l'ai pas retrouvé par la suite, ou alors j'ai raté des pages quand j'ai voulu vérifier tout à l'heure, mais en tout cas, voilà. Autre influence majeure et qui est revendiquée par Eastman et Laird, c'est Jack Kirby. Et sur ce premier épisode, on a une ouverture typique à la Kirby, avec une première pleine page en entrée,
et qui est suivi directement par une double page. Et alors ça, par contre, c'est une construction qu'ils vont continuer d'appliquer dans les épisodes suivants. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, par exemple, chez Erik Larsen, sur son Savage Dragon, dès le début de la série, et encore aujourd'hui, il aime bien débuter ses épisodes comme ça. Et donc, bah, sur ces premières pages, on découvre pour la première fois nos tortues en action. Alors, comme c'est du noir et blanc, c'est un peu compliqué de les identifier, sauf grâce aux armes qu'ils utilisent. Et donc, sur cette double page, de gauche à droite, on a donc Michelangelo avec ses nunchakus, Leonardo avec son sabre, Donatello avec son bow, qui est le bow, c'est un bâton de combat, et enfin Raphaël et ses sei. Au passage, les sei, c'est quand même aussi l'arme favorite d'Electra dans Daredevil, encore une référence. Donc ce premier épisode démarre par une scène de baston, histoire de tout de suite bien mettre le lecteur dans le bain, et une scène de baston où les tortues pratiquent les arts martiaux face à un gang des rues. Là encore, un truc qui fait penser au Daredevil de Frank Miller. Et il faut aussi noter que Peter Laird et Kevin Eastman travaillaient vraiment à quatre mains sur ces histoires. C'est-à-dire que c'était pas un qui écrivait et l'autre qui dessinait. Ils participaient tous les deux à l'écriture et ils participaient tous les deux à chacune des planches. C'était une collaboration qui était assez atypique, où tu n'avais pas une séparation nette entre le travail du scénariste, celui du dessinateur, celui de l'encreur. Ils faisaient un peu tout ça en même temps. Et puis ensuite, on va rencontrer dans l'histoire le cinquième membre de l'équipe, en quelque sorte, Maître Splinter. Et bah, là aussi, on peut le voir comme une espèce de version plus sage et plus mesurée de Stick, le mentor de Daredevil et d'Electra. Et on va donc ensuite découvrir l'origine des Tortues Ninja. Et pour résumer très brièvement, c'est l'histoire du clan Foot et d'un de ses membres, qui s'appelle Oroku Nagi, qui va tuer par amour un autre membre du clan, qui va s'enfuir à New York, où des années plus tard, le frère de celui qui l'a tué va le retrouver et va à son tour le tuer. C'est ça, c'est ce qui donne en gros le cadre au récit, et puis aussi ses influences japonaises. Et puis, on a surtout la scène précise au cours de laquelle les Tortues Ninja vont naître. C'est cette séquence avec, on le voit, ce gamin qui sauve la vie d'un vieillard qui est sur le point d'être renversé par un camion, et le gamin est frappé en plein visage par un bidon qui contient un produit radioactif, et le bidon en question va ensuite percuter un bocal qui contient 4 petites tortues, et le produit radioactif à l'intérieur du bidon va avoir l'effet qu'on sait sur les tortues et aussi sur leur maître Splinter. Bon bah là je pense que tout le monde a reconnu la première partie de cette scène, c'est évidemment les origines de Daredevil dans le tout premier numéro de sa série. Alors évidemment il n'est pas nommé pour de bêtes questions de droit, mais c'est évident que c'est lui. Et donc, eh ben, vu comme ça, la naissance des Tortues Ninja, c'est la conséquence indirecte de l'accident qui a donné ses pouvoirs à Matt Murdock. Et du coup, c'est aussi une manière pour Peter Laird et Kevin Eastman de dire que Teenage Mutant Ninja Turtles est né de leur amour pour le Daredevil de Frank Miller. C'est l'influence majeure de cette série. C'est clairement celle qui leur a donné envie de créer la série. Sans Daredevil et sans Frank Miller, il n'y aurait pas de Teenage Mutant Ninja Turtles, de même que, sans l'accident qui a donné ses pouvoirs à Matt Murdock, eh ben, il n'y aurait pas de Tortues Ninja. Et ensuite, dans la dernière partie du récit qui au total fait quand même une petite quarantaine de pages, on a, pour finir, la première rencontre des Tortues Ninja avec Shredder. Shredder qui va devenir le grand méchant de la série, même si ici, en fait, dans ce premier épisode, l'intrigue, elle est en gros conclue, et le méchant, il est vaincu, merci, au revoir. Donc, bah voilà, c'est juste voilà, quelques impressions que m'ont évoqué ma lecture de ce premier épisode. Alors, on le retrouve évidemment dans le premier volume des Teenage Mutant Ninja Turtles Classics chez iComics. Alors, malheureusement, la reproduction des couvertures est en noir et blanc. C'est pour ça aussi que j'ai sorti mon édition VO.
Et on a dans ce premier tome les 7 premiers épisodes de la série. Et on a à la fin de chaque épisode quelques commentaires de Kevin Eastman. Alors honnêtement, c'est souvent quand même très superficiel, mais on a aussi toute une partie où il évoque les coulisses de ces épisodes et comment il travaillait avec Peter Laird. Et là, du coup, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.